Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer la série de vidéos sur l'apprentissage automatique avec Scikit-learn. Et on va faire du code pour la première fois, on va enfin passer un petit peu à la pratique. Et vous allez voir que c'est relativement simple, hein. Même si l'apprentissage automatique, vu de l'extérieur, ça peut paraître extrêmement compliqué et extrêmement difficile à faire, c'est pas du tout le cas. Vous allez voir que le code, quand on utilise une librairie comme Scikit-learn, est très simple à comprendre et qu'en 10 minutes, je pense, on peut arriver à faire un exemple d'apprentissage automatique. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de faire un modèle qui peut arriver à reconnaître les chiffres entre 0 et 9 à partir d'une image d'un chiffre. Donc on donne une image d'un chiffre entre 0 et 9 et l'algorithme doit être capable de nous dire tiens, ça c'est un 4 par exemple. On va voir que c'est relativement facile parce qu'on va sauter une étape qui est l'étape la plus difficile, qui est celle de récupérer les données, de les préparer, etc. etc. C'est une étape très fastidieuse qui prend souvent beaucoup plus de temps que de faire les algorithmes eux-mêmes, mais qu'il faut vraiment faire et qu'on fera dans les vidéos suivantes. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous donner un petit peu l'eau à la bouche sur l'apprentissage automatique. Donc du coup, on va passer directement à l'action et on va faire un modèle. Donc pour faire ça, on va utiliser Google Colab. Donc pour lancer Google Colab, ici, je pars de Google. Vous voyez que j'ai cherché Google sur Google. Ça n'a pas grand chose, mais c'est juste pour vous montrer que sur la page d'accueil de Google, vous avez ici en haut à droite des icônes que vous pouvez choisir. Vous avez des petits carrés et on peut lancer Drive dessus. Drive, c'est un petit peu votre disque dur sur le cloud. Et donc on peut créer un nouveau fichier ici, par exemple Scikit-learn. Voilà, j'ai un fichier et je vais pouvoir enregistrer à l'intérieur de ce fichier, je vais pouvoir faire un Google Colab. Je peux faire ça parce que j'ai installé Google Colab déjà sur mon compte Google. Pour faire ça, en fait, il y a une petite manip à faire que j'explique dans une vidéo qui est dans la description et ici dans le lien en haut à droite. Donc, moi j'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de réinstaller. Donc, une fois que c'est installé, c'est très simple de lancer des notebooks comme ça. Et vous voyez qu'ici j'ai un notebook. Je vais le renommer reconnaissance des chiffres. Et bon, si c'est la première fois que vous utilisez un notebook, vous voyez ici que vous avez plusieurs cellules, ce qu'on appelle des cellules où je peux taper du code for i. Donc je vais afficher tous les nombres entre 0 et 9 parce que de toute façon c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. On peut aussi, donc la première cellule met un petit peu de temps à se lancer, mais après ça ira très très vite. On peut aussi ajouter du texte. Vous voyez ici ça s'est réalisé. Si je relance une deuxième fois, ça va aller beaucoup plus vite. Je peux effacer les cellules qui m'intéressent plus, comme vous voyez ici avec la petite poubelle. Je peux mettre du texte comme j'ai dit, donc ici je vais mettre reconnaissance des chiffres avec Scikit. J'ai mis un petit dièse pour que ce soit un peu plus gros, ça nous fait un titre. Et voilà, on peut commencer notre session. Donc ici je vais importer Scikit-learn comme on a dit. En fait, ce qu'on aime bien faire depuis Scikit-learn, c'est des from import, parce qu'on ne va pas tout importer, il y a quand même beaucoup de choses. Donc on va juste importer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le dataset avec les chiffres dont on vient de parler. On va importer un modèle, donc je choisis support vector machine, peu importe, on peut choisir plein d'autres choses. Vous voyez juste ça comme une boîte noire, un modèle d'apprentissage automatique, ça suffit pour aujourd'hui. Et on va ajouter aussi peut-être les metrics pour pouvoir vérifier... pour pouvoir voir quelle est la performance de notre modèle, de nos modèles, parce qu'on va faire plusieurs modèles avec. Et on va aussi importer Matplotlib, parce qu'en fait on va avoir des images, et c'est toujours bien d'avoir Matplotlib pour visualiser les images. Donc on l'importe toujours à SPLT, et il y a une chose importante à faire dans les notebooks, c'est d'ajouter Matplotlib inline pour permettre d'afficher les images à l'intérieur du notebook. Donc après, je lance la cellule, voilà, c'est fait. Et je peux maintenant télécharger mon dataset. Donc c'est load. Voilà, donc là j'ai une liste de datasets qui sont préenregistrés sur Scikit-learn. Il y a par exemple celui sur les iris qui est très connu, qui permet de reconnaître un iris à partir de la taille de ses pétales et de ses sépales. Il y a plusieurs datasets intéressants. Ici c'est load digits qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc je le télécharge, vous voyez, ça prend même pas une seconde. Et maintenant j'ai plein de choses, j'ai toutes les images en fait. Si je fais chiffre.image, je vais prendre la première image.
Vous voyez qu'ici j'ai un tableau de chiffres, ça ne nous avance pas beaucoup. Mais il faut bien voir qu'une image, c'est jamais autre chose qu'un tableau de chiffres. C'est des pixels en fait. Je vais vous montrer l'image, ça va être plus clair. On va faire plt.imshow de l'image qu'on vient de choisir ici. Et voilà une image, une belle image. Alors, une belle image, j'irai peut-être pas jusque là. On voit que c'est un 0. Hein. Si on a les yeux un petit peu affûtés, on reconnaît un 0. Et en fait, on voit que c'est une image de 8 pixels sur 8 pixels. Donc c'est pour ça qu'elle est assez mal définie. La résolution est vraiment pourrie. Mais on voit que ça correspond en fait à un tableau de chiffres. Une image, c'est jamais qu'une série de pixels avec une intensité lumineuse correspondante. Donc on a ce tableau de chiffres, c'est la même chose que cette image. Et dans le dataset, on a une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on peut voir à quoi correspond ce label. Donc ça s'appelle target dans le dataset. Et c'est pareil, ça va être une liste de labels. Donc ici, le label 0, ça correspond bien à l'image 0. On a beaucoup d'images dans ce dataset. Donc si je fais 100 par exemple, si je prends la centième image, on voit que c'est un 4. Et normalement, le label correspondant doit être un 4. Voilà. Donc ce qu'on a, c'est une série d'images. Donc on peut voir combien d'images on a ici en voyant la longueur de chiffre point image. Donc on va regarder ça tout de suite. Et on voit qu'on a 1797 images. Donc en fait on a 1797 images de chiffres entre 0 et 9. Et on a les 1797 labels qui correspondent à chaque image. Donc pour chaque image, on sait déjà, quelqu'un a déjà fait le travail de nous dire cette image c'est un 4 ou c'est un 5, etc. etc. Et une autre chose qu'on a avec ça, c'est chiffres.data. Si on prend la centième encore une fois, c'est la même chose en fait. C'est les chiffres, c'est l'intensité lumineuse des pixels, mais sous la forme d'une liste. Donc au lieu d'avoir un tableau, on a une liste. Donc, mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose que on a juste allongé le tableau, si je puis dire. Donc c'était image. Si on regarde la centième image, on voit que c'est les mêmes chiffres, hein, 00213, 00213, etc., etc. Et ça finit par 600, 600. Donc ces deux choses, c'est la même chose. La différence, c'est que chiffre.data est utilisable par scikit-learn, donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc on a 1797 images et on a 1797 listes d'intensité lumineuse pour chaque pixel. Et on a aussi 1797 labels correspondants. Donc on pourrait utiliser directement ça pour faire notre apprentissage, donc utiliser un modèle et entraîner le modèle sur toutes ces images. Mais le problème, c'est qu'on ne saurait pas vraiment quelle est la performance de notre modèle parce que on ne pourrait pas le tester. Et donc ce qu'on fait habituellement en machine learning, donc je dis machine learning, hein, c'est la même chose que l'apprentissage automatique, mais en anglais. Donc vous allez réentendre ce terme régulièrement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un test et on va séparer notre jeu de données entre une partie de la donnée sur laquelle on va entraîner le modèle et une deuxième partie de la donnée sur laquelle on va tester que nos résultats sont plutôt bons ou plutôt pas bons. Donc pour faire ça, scikit-learn a une fonction qui marche très bien qui s'appelle train test split qu'il me propose ici, voilà. Donc on va importer ça et on va créer avant, ce que j'aime bien faire quand même, c'est ce qu'on aime bien faire en apprentissage automatique, c'est travailler avec des x et des y, juste dire que x c'est nos données et y c'est ce qu'on cherche à prédire. Donc ça nous simplifiera un peu la vie. Donc j'ai appelé ça xy et c'est en fait chiffre.data et chiffre.target. Vous voyez, donc ça a bien marché comme vous voyez. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Chiffre.data, c'est target, c'est pas targets. Donc on va refaire ça. Voilà, ça marche mieux. Et on peut aussi voir en fait ce sont des tableaux de chiffres, on peut voir leur taille en utilisant la fonction shape. Donc ça, ce sont des fonctions qui proviennent de NumPy. Donc NumPy, c'est la librairie de Python qui permet de travailler sur les tableaux de chiffres de manière efficace. Donc scikit-learn utilise des tableaux de chiffres NumPy pour travailler. Donc ici, on voit qu'on a 1797 images de 64 pixels chacune, et on a les targets qui sont un vecteur
donc une liste de 1797 labels pour ces images. Et donc on va utiliser TrendTestSplits pour séparer ce X et ce Y en 4 choses. Donc en fait on va chacun les séparer en deux. Entraîne une partie entraînement, une partie test. Et donc c'est de XY. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça XY, parce que ça finalement on fait toujours la même chose. C'est quand même plus clair que d'avoir des noms bizarres, bizarroïdes. À chaque fois que vous allez utiliser un dataset, vous allez utiliser cette ligne de code là finalement. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder les dimensions de ce qu'on a obtenu pour vérifier qu'on a bien fait des petites... qu'on a bien séparé en deux tout ça. Donc on utilise la même fonction shape pour faire ça. Et donc on voit que on a un jeu d'entraînement de 1347 images avec les labels correspondants. Et on a un jeu de test de 450 images avec les labels correspondants. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut se lancer dans la prédiction. Donc pour faire ça, on va tout simplement créer notre prédicteur. On peut appeler ça on peut appeler ça la boîte noire si on veut. Hein. Boîte noire. Notre boîte noire, puisqu'on ne sait pas comment elle fonctionne. Notre boîte noire, en fait, c'est un support vector machine. Donc il faut utiliser ces lignes de code là. On a déjà importé SVM, hein, si vous vous souvenez bien. J'ai tapé quoi? SCV au lieu de SVC. Donc si vous vous souvenez bien, on a importé Support Vector Machine au tout début. Hein. Donc on a importé notre boîte noire. Et donc maintenant, on crée une boîte noire SVM. Et donc cette boîte noire, en fait, cette boîte noire, on va l'utiliser. Donc ça pourrait être un autre modèle, hein, mais on s'en fout un petit peu à ce niveau-là. On va l'utiliser en fait pour apprendre sur les... Donc pour ça s'appelle fit. Pour apprendre, en fait, on utilise la fonction fit. Et donc on va lui dire d'apprendre sur xtrain et x et ytrain. Et là vous voyez que hop, en même pas une seconde encore, il arrive à apprendre. Et donc vous voyez, ça y est, on a déjà fait l'apprentissage automatique. Ça y est, c'était juste cette étape là. Et maintenant qu'on a une boîte noire qui nous permet de faire de la prédiction, qui a déjà été entraînée, on peut voir comment est-ce qu'il est prédit sur le jeu de test. Donc pour ça, on fait boîte noire xtext, on va faire predict, pardon. Et donc ici, on a toutes nos prévisions. Donc ce qui nous intéresse de savoir maintenant, c'est quelle est la différence entre ce qu'on prédit avec notre boîte noire et ce qui devrait être prédit. En fait, on a déjà un jeu de réponse sur le test. On a déjà le jeu de réponse correspondant, le jeu de label correspondant à xtext. Donc c'est ytest. Donc pour ça, on peut faire quelque chose d'assez visuel. C'est matrix.plot confusion matrix. Voilà. Ça va nous permettre de visualiser ça. Donc on utilise la boîte noire. Xtext. Ytest. Et voilà quelque chose d'assez intéressant. On voit qu'il se trompe vraiment pas souvent. Puisqu'on voit ici à gauche quels sont les labels qui correspondent donc à ytest. Et en bas c'est exactement ce qui a été prédit par notre boîte noire. Et donc on voit que ça correspond quasiment tout le temps à la bonne réponse. On a une petite erreur ici. On a donc on a deux 8 qui ont été pris pour des 1. Ce qui est vraiment pas trop mal quand on voit la qualité des images vraiment pourries. On peut aussi voir quelle est l'accuracy, la précision de notre modèle. Ça s'appelle Accuracy Score. Et donc si on met ytest et yprédiction, donc les prédictions qu'on a fait, une précision de 99,5%. Donc on voit que ça correspond les erreurs, le 0,5%, on l'a juste perdu en fait sur ces exemples-là. Et voilà, donc vous avez fait un modèle d'apprentissage automatique qui a 99% de précision sur la reconnaissance des chiffres entre 0 et 9. Donc on peut faire quelques exemples, s'amuser un petit peu avec notre boîte noire.
Par exemple, si on prend, si on veut afficher plt.imshow, on va afficher une image. Je vois même pas ce que c'est, je pense que c'est un 8. On peut... on n'a qu'à voir qu'est-ce que l'algorithme prédit. Donc si on fait boîte noire.predict, donc de la partie correspondante, donc c'est la dernière... je pense pas que ça va marcher ça. Je pense qu'il faut donner une liste. C'est un 8. Faut faire un petit peu attention parce que Predict s'attend à recevoir un tableau de chiffres. Donc même si on veut faire une seule prédiction, il faut la donner sous la forme d'un tableau et non pas sous la forme d'une liste. Donc ici, on arrive à avoir un 8, donc c'est vraiment pas mal. On peut récupérer la première image aussi qu'on avait eue. C'était un 0, je crois. Est-ce que la prédiction est correcte? J'imagine qu'elle va être correcte. Oui, c'est bien, c'est un 0. La prédiction est un 0. Et une autre chose qui est assez intéressante à remarquer, c'est qu'on n'a pas donné d'hyperparamètres. Donc j'ai parlé un peu dans la vidéo précédente des hyperparamètres, qui sont les paramètres de notre boîte noire, donc de notre modèle, qui nous permettent d'optimiser un peu la façon dont le modèle travaille. Ici, scikit-learn a donné tous les paramètres par défaut, mais on aurait pu préciser des paramètres. Par exemple, si je retourne un peu en arrière, et qu'ici je choisis des paramètres, donc par exemple je choisis un paramètre gamma 0,01. Donc on peut choisir les paramètres nous-mêmes si on veut optimiser un petit peu. Et donc on refait le même travail d'entraînement. Et on choisit une prédiction. Et on regarde les erreurs qu'on va obtenir. Et on voit que là, on a des erreurs différentes. Vous voyez ici, on n'a plus qu'une seule erreur sur un 8. Mais on a une erreur sur un 6 et un 8 qui sont confondus. Et la précision de ce modèle est de 0,90. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent. Et c'est un petit peu le travail d'apprentissage automatique, finalement, c'est d'optimiser ces modèles-là. Donc si on choisissait un modèle, ici, si on prenait 0,1 par exemple, donc un modèle très différent avec des hyperparamètres, donc les paramètres qui sont choisis avant l'entraînement de votre modèle, vous pouvez voir que les résultats vont être très différents. Donc ici, on refait la prédiction. Et on va regarder la confusion de matrix. Et là on a tout faux en fait. On voit qu'on prédit tout en 4 finalement. Et donc la précision va être de 10%, ouais, 8%. Donc une très très mauvaise précision. Et donc on peut voir qu'une des forces de scikit-learn, c'est que même si on ne veut pas choisir nos hyperparamètres nous-mêmes, scikit-learn a choisi des hyperparamètres par défaut qui ont des valeurs raisonnables, qui nous permettent de travailler sans même se fatiguer à chercher à prendre les meilleurs hyperparamètres possibles. Et finalement, on pourrait, si je refais tout ce que je viens de faire, donc ici je vais recopier, voilà. Et finalement, notre code, il n'y a que ça dans le code. Si j'enlève les imports des dépendances au début du code, il n'y a que ça. Hein. On télécharge notre base de données, on appelle x et y finalement nos données, parce que ça nous arrange un petit peu. On coupe en deux parties, une partie test, une partie entraînement. Après, ce que j'ai appelé une boîte noire, finalement, on peut appeler ça un classifier. Et on peut choisir les paramètres qu'on veut, les hyperparamètres qu'on veut. Donc gamma ici est tout petit, juste 1, 10, moins 5, et C est resté à 100. Et après on entraîne notre classifier sur ce jeu de données d'entraînement. On fait la prédiction sur ce qu'on avait mis de côté pour tester. Et on regarde la matrice de confusion et on regarde la précision du modèle. Et donc ça se fait en... Ah, ça marche pas. Digi c'est pas... Ah oui, c'est chiffre ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de copier-coller, hein, vous remarquerez. Et voilà, donc ici on voit que on a un modèle avec certaines erreurs ici. D'ailleurs, vous remarquez que les résultats sont un petit peu différents à chaque fois parce que on a un petit peu d'aléatoire dans la séparation du jeu de données entre l'entraînement et le test. On pourra ajouter quelque chose, je crois que ça s'appelle random state, qui permet de toujours faire la même chose. Par exemple, on ajoute 69. Donc si vous faites ça, vous allez avoir les mêmes résultats que moi normalement. Et donc si on fait ça plusieurs fois, vous voyez ici on a un 3 et un 1. Si je refais la même chose, je vais avoir le même résultat. Hein. Un 3 et un 1. Et par contre, je peux faire... J'ai tout mis dans la même cellule parce que en fait ce que je veux faire, c'est comparer ce qui se passe quand je change gamma. Donc ça se fait très facilement comme ça. Si je mets 0, 1,
on va avoir des résultats très mauvais. Voilà. Si je mets 0,01 et la précision ici donc de 8%. Ici 98% donc avec ce gamma là. Voilà, donc une partie du travail pour le praticien de l'apprentissage automatique, c'est de choisir les bons hyperparamètres qui vont permettre d'obtenir un bon résultat de prédiction, une bonne généralisation du modèle sur les chiffres qu'il n'a pas encore vus. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce jeu de données, sur les chiffres, reconnaissance des chiffres. J'espère que vous avez apprécié de faire votre premier modèle de machine learning, donc d'apprentissage automatique. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir la suite des vidéos sur l'apprentissage automatique et plein d'autres sujets intéressants. À bientôt.